Croisé à suivre tout de suite. 7 ans après l'éclatement du scandale ICC Service, une collecte d'épargne illégale, un procès est entré dans le vif du sujet devant la cour d'appel de Cotonou sur le banc des accusés. Une dizaine de personnes dans cette affaire Madoff à la béninoise. Quel sort pour les spoliés? C'est le thème que nous abordons dans l'instant débat fait croisé avec vous, Peggy Ludovic Dagba. Bonjour. Bonjour à vous, Tranquillin Bélantin, chers amis téléspectateurs, auditeurs, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Comme vous le disiez tantôt, Tranquillin Bélantin, c'est bel et bien l'affaire ICC Service qui sera bien sûr au rôle de ce débat. ICC Service qui finalement est donc enrôlé par la cour d'assises. La cour d'assises qui donc s'est ouverte il y a de cela quelques semaines. Avec nous pour en parler, un président d'association de consommateurs, j'ai nommé Robert Kambassi, il est le président du Conseil national des associations de consommateurs. Bonjour. Bonjour monsieur le journaliste et bonjour à mes chers concitoyens consommateurs. Alors avant de recueillir votre avis, votre ressentiment face à l'enrôlement de cette affaire, dites-nous, quelle est la genèse, si on peut dire, comment on peut comprendre cette affaire de ICC Service? Merci. Je crois que c'est une occasion qui nous est offerte une fois encore d'éclairer un peu la lanterne de nos concitoyens pour que les prochaines fois, les gens ne tombent plus dans ce genre de piège. Parce que il faut avouer que tout est parti d'une histoire d'ONG, d'organisation non gouvernementale. Et c'est en cela que, vous voyez, c'est des situations qui ternissent l'image des associations qui sont supposées se battre pour le développement, mais qui malheureusement sont prises en otage par des individus très mal intentionnés. Et quand les politiques s'y mêlent, parce que vous voyez, quand on parle d'organisation non gouvernementale, le politique ne doit pas aller rechercher des immixtions là pour en faire un fonds de commerce. Et donc, ces individus qui ont prétendu vouloir faire le bonheur des populations en allant faire des forages, ainsi de suite, ont dû recourir au soutien politique. Et à un moment donné, la trouvaille, c'était qu'on peut offrir aux populations de déposer leurs fonds, leurs avoirs financiers auprès de ces structures qui ne sont pas a priori des structures de finance et qui pourraient multiplier ces avoirs. Vous voyez, c'est un peu comme l'histoire de l'escroquerie, de l'arnaque qu'on fait en vous disant « donnez de l'argent, on va multiplier ». Mais vous ne savez pas quelle affaire la personne fait. Et elle vous dit « donnez de l'argent, donnez des billets » et les gens vont donner. Donc, on a distrait comme ça les populations et ça s'est tellement éparpillé, c'était au vu au-dessus de tout le monde. Au terrain spécifiquement, vous voyez des gens qui mettaient des bâches et puis on invitait les populations. Donc, ça veut dire que l'État, l'exécutif, est très bien informé. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit, c'est avec leur concours que ces gens ont eu le pouvoir, puisque après on a retrouvé les photos de ces personnes avec des responsables à des niveaux très élevés. On a suivi aussi les déballages qui ont suivi et tout. Et malheureusement, ça a constitué le fonds de commerce, le capital confiance qui a justifié que les populations aient cru en l'affaire et aient déposé. Vous voulez dire que le sceau de l'État a favorisé le sceau de l'État a favorisé cette affaire, puisque beaucoup ont dit, mais on l'a vu avec des ministres, chefs d'État, on a vu les gens et la télé a montré. Mais quoi de plus normal Il y a même eu des audiences il y a eu des audiences officielles. Donc c'est ainsi que les gens ont cru, naïvement, et puis sont allés déposer. Mais le malheur, c'est quoi? En ce moment, notre organisation s'est employée à expliquer. Vous imaginez, on a pris des risques énormes. Nous voyons les gens mobilisés à des endroits donnés et nous allions leur dire, attention, ne mettez pas vos sous dedans. Ça va partir en fumée. Parce que nous connaissions déjà cette affaire Madoff et nous savions que aucun business au monde ne peut vous générer 200% de bénéfices. Ça n'existe pas. Les gens peuvent aller faire du faux, ils peuvent être dans des mafias, mais un commerce qui vous génère 200% de bénéfices, c'est impossible.
Mais comment expliquez-vous, vous avez dit que vous avez organisé des séances de sensibilisation pour que la population ne tombe pas dans ce piège, mais il y a une bonne partie de nos concitoyens qui est victime de cette affaire-là. Comment vous l'expliquez, cet entêtement à aller vers le gain facile? Oui, malheureusement, vous voyez, nous, on n'avait que les moyens de rencontrer les gens physiquement et à quelques endroits. Donc, peut-être que parmi ces personnes que nous avons rencontrées, beaucoup n'ont pas eu la curiosité d'aller faire des recherches, par exemple sur Internet, pour voir s'il n'y avait pas déjà existé des affaires comme ça. Et donc, c'était notre parole contre les paroles de ceux qui avaient le sceau de l'État avec eux. Et vous savez, quand les pays se trouvent en difficulté, quand les populations se retrouvent dans des difficultés financières, sociales et économiques, il faut comprendre, la plupart du temps, les offres qu'on leur... Bon, regardez, c'est un peu comme ce qui se passe au niveau des opérateurs de téléphonie mobile. Je paye du crédit, on m'offre des forfaits. Le forfait, c'est quoi? C'est que au lieu, par exemple, de faire 1 franc la seconde et de dépenser 300 francs pendant 5 minutes, on me propose de bénéficier de... Ça m'aurait fait 5 minutes donc. Pour les 300 francs, on me propose de bénéficier de 10 minutes de communication alors que j'ai payé pour 300 francs. C'est naturel chez l'humain. Tout le monde a tendance à se dire, si j'ai une facilité, je vais en profiter. Mais le véritable problème, c'est que notre peuple a besoin d'informations justes et vraies. Et c'est en cela que le rôle que jouent, vous les journalistes et les organes de presse, est très important et doit se renforcer. De sorte que si en cette période, la presse avait une information et avait démultiplié, au risque, bien évidemment, de voir la pression, le rouleau compresseur de l'État, parce que... Non, mais vous le disiez tantôt, il y avait le sceau de l'État, il y avait les personnalités publiques qui accompagnaient, qui sanctifiaient cette opération, qu'aurait pu faire la presse en ce moment-là. Cette presse, vous savez très bien quels sont les goulots qui étranglent vraiment l'exercice de cette presse. C'est pour cela que je dis que, au risque de voir le rouleau compresseur de l'État, mais ça aurait été des risques, et c'est des risques qu'il faut que nous continuions de prendre. Parce que s'il y avait eu une forte campagne médiatique contre ça, ça aurait éveillé l'attention de beaucoup de gens. Sans oublier. Comment surtout organiser une forte campagne médiatique contre cette pratique lorsqu'on voit les responsables de ces structures-là aux côtés des ministres, vous-même vous l'avez dit, aux côtés du chef de l'État, le premier responsable je sais combien c'est délicat. Le citoyen lambda, le citoyen, les populations, facilement vont faire confiance en ces gens. D'où vous savez, à cela s'ajoute, je ne vous arrête pas, la grande dose de l'argent frais qui était déversé dans ces organes de presse. Et puis, il faut compléter que, effectivement, au début, les gens avaient les résultats. Puisque le business pyramidal, c'est comme ça, en fait. C'est-à-dire, au début, ça marche. Ça marche, les gens déposent 50 000, après ils ont 100 000. Certains ont pris pour acheter des grosses caisses, certains ont acheté des parcelles, certains sont allés vendre des parcelles pour venir déposer l'argent, et puis ça marchait au début. Et c'est ceux-là qui donnaient quand même la preuve de ce que ça marche. Ils donnaient effectivement la preuve. Donc, vous voyez, c'était difficile de faire croire ou de faire comprendre aux populations que c'était du faux. Parce que, qu'est-ce que tu aurais pu dire aux populations pour leur dire, c'est quand certains vont commencer par se retirer que l'affaire va tomber. Et c'est ce qui arrive en fait. Tant que, je vous assure, si certains n'avaient pas retiré leurs avoirs les plus colossaux, ça aurait continué jusqu'à aujourd'hui. Et finalement, le pot rose a été découvert en 2010, je crois, il y a 7 ans, pour être plus précis. Des initiatives ont été entreprises. D'abord, on a recensé la plupart des spoliés, en tout cas ceux qui ont voulu se montrer. On a encore en tête ces images là, au niveau des préfectures, au niveau des mairies. C'était plus de 54 000 personnes enregistrées. Ensuite, des biens ont été saisis après la mise en place d'une commission présidée par Madame Véronique Lanson. Des biens ont été saisis, exposés. Des véhicules exposés au Palais des Congrès de Cotonou. Ces véhicules ont été vendus, après des fonds ont été collectés. Que sont devenues toutes ces initiatives? Quelle a été la suite, finalement? Bon, vous savez, c'est là où notre État, où l'exécutif parfois nous inquiète. Et les autres institutions aussi qui doivent concourir à ce que l'État soit un État responsable.
pour ne pas être décrété d'État voyou. Parce que on parle de l'agent judiciaire du Trésor. C'est une institution respectable, à respecter. Et si cette institution, qui est supposée régler les litiges que l'État doit gérer lui-même à travers le Trésor, si cette institution en arrive à perdre la confiance du peuple, parce que dans la vie, tout est régi par la confiance. Une entreprise ne peut bien se porter que si seulement si les clients ont confiance en l'entreprise. Dès que la confiance s'estompe, c'est que vous pouvez assister à des abus de confiance. Et tout peut arriver. Mais c'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive. On collecte des biens, des immeubles, on collecte près de 120 véhicules, on collecte 8 milliards de francs CFA. Et puis, on promet aux populations. On n'avait pas eu les chiffres en son temps. Comment vous avez pu avoir ce chiffre? Oui, ça, c'était le député Yaouédéou qui a fait une conférence de presse pour dénoncer ça en 2015. Et donc, le député a fustigé le comportement de l'exécutif. Et il est allé très loin. Il est allé même jusqu'à indexer le chef de l'État comme étant responsable. Et c'est normal. C'est lui le chef de l'État. Donc, on ne peut pas faire ce genre de business, qui plus est un économiste. On ne peut pas faire ce genre de business dans son pays. Et il n'était pas que seul. Il y avait le ministre Koupaki aussi, un économiste rompu, un financier. Donc, tout cela, et puis, la BCEAO a averti notre État. Le ministère de l'économie et des finances a été averti. Donc, on a mobilisé tous ces milliards, et puis on a promis rembourser les gens. Il y avait eu des structures. Ce qu'on a mobilisé, vous avez indiqué environ 8 milliards de francs CFA. Comparativement, quand on compare ça à 156 milliards. C'est ce qu'on a dit officiellement. 156 milliards. Ce qui a été évalué. Comment rembourser dans ces conditions? Vous savez, on espérait au moins déjà que peut-être les populations les plus fragiles allaient pouvoir rentrer dans leurs fonds, parce que vous imaginez que des gens mouraient. Des gens qui étaient informés du désastre, qui se disaient qu'ils ne pouvaient plus récupérer leurs fonds. Il y en a qui sont tombés en syncope parce qu'il y en a qui sont allés prendre l'argent de l'État ou des entreprises dans lesquelles ils travaillaient, et donc qui voyaient la honte, et puis qui ne pourraient plus probablement rembourser, qui pourraient aller en prison, qui se sont donné la mort. Il y en a qui sont malades, qui étaient malades, qui n'avaient plus les moyens de se faire soigner parce que ces avoirs étaient bloqués là. Donc, nous, on estimait que les 8 milliards là, ça aurait au moins pu permettre de régler les problèmes de ceux-là. Le temps que la différence avec les 156 milliards évalués, on puisse revoir maintenant, parce que l'argent est passé où? Justement, l'argent a servi à faire quoi? Cet argent-là, en son temps, on se posait beaucoup de questions, mais malheureusement, on n'a rien pu avoir. Et entre-temps, on a appris aussi que la commission, les membres de la commission se sont fait payer dans cet argent-là. Quel effet cela vous a fait à cette époque? Déjà, vous me permettez de revenir sur cette différence avec les 156 milliards. Et je ne comprends pas. Nous avons la brigade économique et financière. On doit pouvoir retracer tout ce à quoi a servi les 156 milliards. Ceux qui ont récupéré les fonds, parce que quand on prend de l'argent, on dépense. Si on dépense, on doit avoir au moins, tout au moins un minimum. Et 156 milliards, ce n'est pas comme de l'argent domestique où on peut aller au marché acheter bonbons, acheter piments, et puis bon, on ne fait pas de la comptabilité pour ça. Non, ça c'est faux. Ça a permis soit d'immobiliser, de réaliser de l'immobilier, ou bien ça a été mis dans des comptes bancaires. Et d'ailleurs, cette traçabilité, c'est à travers les comptes bancaires. Donc, si on fait une bonne traçabilité, on devrait savoir, la justice est là. Il y en avait qui n'allaient pas du tout à la banque. Leur domicile était beaucoup plus la banque. Oui, mais il est un fait, autant de moyens ne peuvent pas servir simplement à acheter du piment et des oignons. Non. Et l'autre possibilité, c'est que puisqu'il y avait le sceau de l'État, ça a pu aller dans beaucoup de couvents politiques. Et donc, ces gens devraient pouvoir s'expliquer. Et il y en avait dans le temps qui avaient promis de faire des révélations. Bon, on a dispatché les gens dans des prisons finalement, on ne sait pas. Mais il faudrait que la justice nous aide.
Et donc, aujourd'hui, que les 8 milliards, on ne puisse pas savoir ce à quoi ça a servi aussi parce que, dans un premier temps, on dit que ça devrait permettre de payer aussi les gens de la commission qui ont travaillé à cela. Mais je m'excuse, à quoi servent les impôts que nous payons? Les impôts, c'est le contribuable paye le salaire du fonctionnaire. Et il faut que le peuple comprenne ça. Et l'autre chose, ces fonctionnaires, non, les membres de cette commission sont des fonctionnaires. C'est des gens qui sont payés par l'État. C'est cela que j'explique. Et je dis, il faut que le peuple comprenne ça. Tous ceux que nous élisons, tous ceux qui travaillent dans l'administration publique sont les employés du peuple. C'est nous qui sommes les maîtres, c'est nous qui sommes l'entrepreneur, l'employeur en tant que contribuable. Et nous recrutons des dirigeants. Quand on parle de dirigeants, ce n'est pas nous qui dirigeons en fait. Ils sont là pour nous représenter, pour faire un travail pour nous. Et donc nous les payons à travers les impôts et diverses taxes que nous collectons. Ou nous acceptons de délivrer à l'État. Et donc, on ne peut pas avoir des fonctionnaires utilisés pour créer une commission ou pour faire fonctionner une commission, mais qui vont être encore rémunérés pour l'argent pour lequel on nous avait déjà spoliés. Et c'est dans cet argent encore qu'on va les rémunérer. Au nom de quoi? Mais ça veut dire que finalement, on a trouvé que le peuple est un peuple manipulable, qui ne réagira pas. D'ailleurs, je me rappelle, et ça j'ai été très effarouché, le chef de l'État, je l'ai entendu de mes propres oreilles, je l'ai suivi à la télé, il y a Iboni qui disait qu'on ne devrait pas porter plainte au tribunal pour cette affaire. J'ai dit, mais nous nous trouvons dans quel pays? La justice est indépendante dans notre pays. Et donc, pourquoi est-ce qu'on va interdire aux consommateurs, aux citoyens, de porter plainte en justice? Donc, c'est ça qui a fait qu'il y a eu de l'atermoiement. Finalement, il y a eu une organisation de gens qui se sont regroupés pour porter plainte. Mais les 8 milliards jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas comment est-ce que ça a été géré, puisque le même député est revenu pour dire que l'agent judiciaire du Trésor et consorts auraient fait fructifier les 8 milliards qu'ils auraient déposés dans des comptes et qu'il en avait les preuves. Sur quelle base? Oui, lui il dit qu'il avait les preuves. Mais sur quelle base est-ce qu'ils ont pu se permettre ça? Est-ce que c'est le Conseil des ministres qui a autorisé la chose? On ne sait pas par quelle alchimie. Est-ce que c'est le Trésor public? D'abord, est-ce que c'est normal? L'argent qui doit servir à dédommager des gens, vous prenez ces sous, vous refusez de faire au nom de quoi on essaie? Parce que si, à un moment donné, je crois qu'ils ont dit qu'il fallait attendre que les procès soient vidés. Mais si vous saviez qu'il fallait attendre que les procès soient vidés, pourquoi est-ce que vous prétendez pouvoir rembourser les gens et vous collectez les sous? Soit vous voulez résoudre le problème, vous résolvez et vous assumez. Soit vous vous entendez avec la justice pour qu'on dédommage d'abord les gens pendant que la procédure continue. Mais ça a été un méli-mélo. Et c'est là que nos populations doivent se rendre compte que nous sommes nous-mêmes responsables de ce qui nous arrive. Parce que la vie n'est pas l'apparence que nous lui donnons. Dans la vie, quand vous vous retrouvez face à un problème sérieux, vous devenez un problème conséquent. L'abus de confiance, ce n'est pas toléré. Et donc, quand vous donnez de l'argent à quelqu'un, à une fin, ça peut être pour qu'il vous le préserve, ça peut être pour qu'il en fasse un usage spécifique. Dès que la personne détourne ses fonds à d'autres fins, la première réaction, c'est que vous portez plainte contre la personne. Mais notre organisation aurait bien souhaité pouvoir défendre ce dossier en justice. Mais malheureusement, nous avons constaté qu'il y a des gens qui avaient déjà pris un certain devant, qui a collecté des fonds, on ne sait pas ce que c'est devenu. Donc, c'était devenu risqué. Nous nous sommes dit, attendons que véritablement la justice fasse son travail, puisqu'il y avait déjà un mouvement. Mais ce n'est pas interdit qu'aujourd'hui, des avocats qui aient pitié du peuple se disent constituer un collectif pour défendre vraiment ce dossier, parce qu'on l'a vu. J'ai vu par exemple quand le président Adjavan avait eu des problèmes, j'ai vu tout cet armada d'avocats qui ont défendu un seul individu. Je voudrais que le peuple commence par... Qui va payer les honoraires après? Robert, non, le problème, non, je vais vous dire,
c'est prévu dans la loi que quand le consommateur se trouve en difficulté, que la justice se mette gratuitement à son service. Malheureusement, chez nous, ça n'a pas le droit de citer. On vit pas ça. Et Cette il faudrait réaction, bien cette qu'on y arrive. réactivité, Il faudrait bien on qu'on y ne arrive. résiste pas à ça. Robert Krobessi, en 2011, le candidat Bounouyahi et ses adversaires avaient promis au peuple béninois de faire la lumière une fois s'ils sont rembourser, d'arrêter de rembourser les spoliés et d'enfermer les présumés, en tout cas les coupables. Le candidat Bounouyahi à l'époque, il a gagné les élections, il a rempilé. Il a passé les 5 ans sans rien, on n'a rien eu. Aujourd'hui, ce dossier, il y a un procès qui est entré dans le vif du sujet devant la cour d'assises de tribunal de Cotonou. Pour quelle finalité? Est-ce que pour une fois, la vérité, on va arrêter les dizaines de personnes, en tout cas épinglées dans ce dossier, et rembourser les familles qui souffrent? Malheureusement, ça a été une fois encore la preuve qu'on ne peut pas faire confiance à nos acteurs politiques. Parce que ça a été les promesses faites au cours des campagnes électorales de 2011, la présidentielle de 2011, et malheureusement, non tenu, non respect des paroles ou des promesses. Et comme l'a dit le président de l'Assemblée actuelle, le président Mbedi, à une certaine époque, les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. Mais le peuple a toujours les mailles de manœuvre. Parce que c'est nous qui élisons. Et c'est là où les sanctions du peuple doivent être fermes. Vous m'avez déçu, je vous sanctionne dès que j'ai l'occasion de le faire par les urnes. Maintenant, je dis, ceux qui ont été spoliés, c'est à eux de voir. Est-ce que les 8 milliards ou les 156 milliards sont importants pour nous? Dans les deux cas de figure, les 8 milliards, il faut bien que l'État nous rembourse. Ça fait un, parce que l'État a collecté les biens, effectivement. Les 156 milliards, ceux qui ont été impliqués, on peut toujours retrouver les sous parce que je n'imagine pas que les 156 milliards aient disparu. On va retrouver une partie importante. Et donc, si le peuple se décide réellement, les spoliés se décident, ils peuvent constituer des avocats, accepter de payer les honoraires sur ce qui aurait été mobilisé. Et donc, si la justice fait son travail, Est-ce qu'il est facile de gérer ce dossier-là, surtout lorsqu'on sait que c'est-à-dire que les populations, les spoliés, à un moment donné, ont été quand même consentants. En tout cas, ils ont accepté de déposer l'argent. Voilà. Mais c'est là l'abus de confiance. Parce que c'est la définition d'abus de confiance. Je t'ai confié de l'argent ou un bien. Et ils ont signé des documents. Ils ont signé des documents. Oui. Mais je t'ai confié mes biens pour une raison spécifique. Vous avez dit que vous savez bien faire les affaires et que vous connaissez les créneaux pour multiplier mes sous, mes avoirs, en sorte que ça donne autant de pourcentage que vos compétences et votre expertise vous le permettent. Je vous ai fait confiance. C'est sur cette base que j'ai déposé mes sous chez vous. C'est un peu comme à la banque. Je dépose mes sous à la banque pour les épargnes et on me dit que j'aurai peut-être 3% ou 5%. Mais je vous fais confiance. Je dépose. Il ne sera pas question que vous puissiez me dire après, non, on n'a pas fait un bon chiffre d'affaires ou on a été en faillite, tu ne peux pas prendre les 5%. Non, ça n'engage que vous. À partir du moment où ça a été signé comme ça, mais vous êtes obligé de répondre. Quelles que soient les conditions. C'est un abus de confiance. Oui, mais cet abus de confiance, nous en sommes là où la justice est en train d'en connaître. Et c'est à la cour d'assises. Mais l'élément fondateur, l'élément qu'il faut élevé aujourd'hui, c'est quand même de voir que ces épargnants croyaient pouvoir entrer dans leurs fonds. C'est pour ça qu'on a eu à arrêter, mis en prison, les mises en cause. Mais aujourd'hui, les voilà à la cour d'assises, on est en train de commuer, en tout cas, cette infraction en délit de droit commun, où ils pourront peut-être s'en sortir avec des peines d'emprisonnement, et puis une amende, et puis ça y est, c'est fini. Est-ce que les épargnants pourront, à la suite du verdict de ces procès-là, rentrer dans leurs fonds? Bien sûr que les gens peuvent rentrer dans leurs fonds. Et je dis, dans la vie, il faut que nous comprenions. Tout est une affaire de détermination. Tout est une affaire de volonté. Je suis déterminé pour obtenir ce que je veux, pour faire ce que je veux. Rien. Il n'y a pas le seul pouvoir qui puisse vous empêcher.
je donne l'exemple. Vous avez vu un chef de l'État qui a quitté l'exil et avec sa détermination à aller au pouvoir. Tout le monde a la même capacité. Qui plus est, quand vous êtes ensemble, vous êtes encore plus fort. Donc, si les spoliés sont résolus, et d'ailleurs c'est ce que nous devons faire, il faut que nous puissions récupérer les sous. On ne doit jamais se taire. Quelle que soit l'issue de la cour d'assises, il y a encore d'autres procédures possibles. Ils étaient absents, les spoliés étaient absents à Cotonou le jour du procès. Par exemple, les chaînes étaient vides, on n'a pas une mobilisation. On aurait pu voir une grande mobilisation parce que c'est quand même des hommes et des femmes qui ont été abusés. Savez, aucun d'eux pratiquement n'était là. Les chaises étaient pratiquement vides. Tout le monde s'attendait quand même à une grande mobilisation au niveau du tribunal de première instance de Cotonou. Mais vous savez, finalement, en tant que les concernés même ne sont pas arrivés. Vous n'êtes plus si intéressé par cette affaire. Non, ce n'est pas du tout ça. Vous savez, on dit on tisse la nouvelle corde au bout de l'ancienne. Elle est où l'ancienne? Et c'est justement ça. Les politiques actuels sont en train de tisser leur corde au bout de l'ancienne. Parce que la pauvreté ambiante aujourd'hui, la paupérisation accrue, fait en sorte que... Vous avez vu le décapissement dans Cotonou? Vous avez vu que la bonne bandeuse de haricots qui lui permettait de nourrir la maison, de payer les frais de scolarité, il y a eu plus de 30% de gens qui n'ont pas pu payer les scolarités à la fin de l'année. Donc aujourd'hui, certains ont fui pour aller rester dans les villages, n'ont plus les moyens de se déplacer pour venir à Cotonou. Les gens sont obligés. C'est ça le problème. Aujourd'hui, imaginez que celui qui a un petit emploi aujourd'hui, tout ce qu'il sait faire, c'est tout faire pour préserver cet emploi. Parce qu'il ne va pas demander la permission et aucune entreprise ne va lui permettre, par les heures actuelles, d'avoir une permission afin d'aller défendre un quelconque dossier privé, puisque l'entreprise a des difficultés et veut fournir le maximum d'elle-même pour tenir, vu la récession économique et financière. Et donc, les gens ont tellement de contraintes qui font que même si elles ont la volonté, elles se trouvent d'une certaine façon embrigadées. Et il y a une certaine forme de démotivation. Il y a une certaine forme de résignation qui était déjà en le béninois, qui fait que les gens se demandent, est-ce que ça aura une suite? Mais nous, notre rôle, c'est d'éveiller leur conscience pour leur dire, vous pouvez bien sûr avoir une suite. Tout dépendra de la mobilisation, de la détermination. Le chef de l'État, je sais qu'il ne peut pas rester insensible à la mobilisation du peuple. Parce que vous savez, nos politiques, on les connaît. Hein. Si le peuple se détermine, les gens savent qu'ils iront à l'Assemblée, ils vont repartir à l'Assemblée en 2019. Mais ils ont plutôt intérêt à se préoccuper de ce que les gens vont poser comme problème, vu la détermination, au risque de perdre tous leurs sièges. Parce que c'est ça aussi le rôle des députés à l'Assemblée. Est-ce que vous n'êtes pas en train de masquer le problème? Parce que ici, il y a des gens qui ont perdu de l'argent. Ils ont dit, c'est eux qui ont crié, ils sont montés au créneau pour dire, nous avons été spoliés. Oui. On connaît de cette affaire, mais personne ne se présente. Ou finalement encore, est-ce que les gens n'ont pas peur vraiment de s'exposer, qu'on les reconnaisse? Non, vous savez, imaginez, je connais des proches qui ont pris ce risque, mais qui ont eu leurs sous ou qui les avoirs qu'ils ont là-bas, c'était régulièrement qu'ils les ont gagnés. Mais je vous dis, les gens vivent des situations macabres aujourd'hui. Quand on parlait du régime de Yahi où les gens n'avaient pas les 3 repas quotidiens, aujourd'hui, les gens n'ont pas forcément un seul repas dans certaines familles. On jongle. Donc, les gens se disent, autant mieux se consacrer à l'activité actuelle. Ça devrait être l'élément motivateur dans cette affaire. Parce que je sais quand même que quelqu'un me doit quelque part. Et celui-là, on a la possibilité de lui prendre ce qu'il me doit. Et on préfère oublier ça au profit de l'hypothétique peu qu'on pourrait perdre entre-temps. Bon, oui, vous savez, la vie est compliquée. On a vu les Béninois se comporter souvent face à des situations. Le Béninois, généralement, préfère se contenter de ce qu'il a tout de suite, plutôt que d'avoir de l'espérance. Mais, je dis, il faudrait bien que nous puissions changer cette formule-là, parce que nous ne pouvons pas laisser ces 156 milliards partir comme ça en fumée. Non, c'est inimaginable. Parce que, à la suite de cette assise, à la limite, on dira, bon, les gens, ils iront en prison, ils vont faire 20 ans, et il faut que le peuple comprenne. Ils n'auront plus leurs sous. Hein. Mais c'est ça. Nous n'aurons plus les 156 milliards. Hein.
Et ils sortiront toujours riches. Oui, ils vont se pavaner, mais on a toujours vu, non? Mais demandez-vous aujourd'hui les gens qui ont été emprisonnés pour des délits financiers. Vous les voyez après, c'est quoi? Avec les belles maisons, les grosses caisses, ils ont de bonnes affaires. Mais ils n'ont pas en temps remboursé. Il y a aussi la possibilité de, c'est pas en griffe, simulation de maladie, voilà. Et évacuation sanitaire. Évacuation sanitaire, et puis ça y est. C'est aussi possible. Donc, les consommateurs, les spoliés doivent se réveiller. C'est impossible qu'on laisse passer. Parce que, vous savez, cautionner ce genre de situation, c'est permettre à d'autres politiques et à d'autres acteurs de la même acabit, du même acabit, de répéter les mêmes choses plus tard, sinon pire. C'est leur dresser le tapis rouge. Et il faut que le peuple, à un moment donné, commence par mettre lui aussi sa ligne rouge pour dire ça, on ne nous franchit pas ça. On ne nous franchit pas ça. Parce que, je dis, c'est inhumain. C'est inhumain. Des dirigeants qu'on élit pour nous protéger. Et c'est là où je dis, les députés, nous les avons élus pourquoi? Pour aller nous représenter et pour défendre les intérêts du peuple face au gouvernement, face aux autres institutions. Mais nous ne voyons pas comment ils se battent pour nous. Ça veut dire qu'en réalité, nous les payons, mais qui ne foutent rien. Parce que si c'est pour voter parfois des lois qui ne vont pas du tout dans le sens de ce que veut le peuple, ça, on est champion. Et j'invite aujourd'hui les gens qui sont de bonne moralité, qui ont de la conviction qu'ils fissent jeunes de se battre désormais par l'Assemblée nationale. Nous allons les soutenir. Parce que nous voulons des gens qui soient vraiment représentatifs du peuple. Nous allons parler désormais au peuple. Nous irons dans les villages pour expliquer aux gens. Même si c'est le paysan, c'est mieux que le paysan aille là-bas pour défendre l'intérêt de ses pairs. Parce qu'on ne peut pas aider des gens qui, depuis qu'on parle de cette APICC, ils se sont mis dans un silence innommable. C'est inénarrable. Mais le mal est quand même profond, Robin, à Corbécy. Ici, les populations n'ont jamais été fortes d'elles-mêmes. Il faut toujours les éveiller. Aujourd'hui, vous savez très bien qu'il y a d'autres formes de ICC service. D'autres formes de ICC service. Cette escroquerie spirituelle organisée en bande organisée. On dit aux populations, vous portez cette bague, vous aurez l'argent. Alors que la personne qui vous parle recherche aussi de l'argent. On vous vend de l'eau, pour dire voilà, avec des trucs comme ça, et ça se passe, c'est une autre forme d'escroquerie, et ça a pris une autre dimension. Voilà, de telles maladies, d'enfants. Pour avoir de l'argent. Voilà, des choses comme ça. Et ça se passe allègrement. Vous allumez cette bougie dans votre chambre, vous aurez de l'argent, etc., etc. On les voit défiler partout. Et ça, c'est une autre forme encore d'escroquerie, et qui prend de l'ampleur dans notre pays. J'aime bien une chanson. Avant votre réponse, juste une petite anecdote. J'ai surpris l'émission une fois sur une radio de la place où l'individu disait écoutez, il suffit de poser telle chose sous votre oreiller et le lendemain matin, vous allez voir votre oreiller inondé de billets de banque. Et pourquoi lui ne le fait pas? Il ne le fait pas. Il ne le fait pas chez lui. C'est ça ce qui se passe. Et les populations y croient. Il y a une partie, il y a ces âmes faibles-là qui s'aventurent sur ce terrain, malheureusement. Et ça se passe allègrement aussi au vu de tout le monde. Vous savez, c'est un problème d'éducation. C'est un problème d'éducation parce que j'aime bien une chanson de Whitney Houston, I Believe, où elle disait l'espérance, ça n'a pas de prix. La foi, ça n'a pas de prix. Tous ceux qui ont eu la foi dans leur vie, qui ont eu la détermination, la volonté de se battre pour avoir ce qu'ils veulent, ils n'ont pas fait un petit yamayama, payer pour quelque chose avant que ce qu'ils veulent ne se manifeste dans leur vie. Et donc, il faut que les citoyens consommateurs béninois comprennent. Tout ça, c'est de l'illusion. On vous vend du vent. C'est du vent qu'on vous vend. Rien. Ils ne peuvent rien du tout. Je suis formel. Ils ne peuvent rien. À la limite, ils ont la possibilité de trouver des formules qui motivent, qui changent un peu quelque chose à très court terme. Mais il y a une loi de la nature qu'on devrait pouvoir expliquer aux gens en langue nationale vernaculaire pour que les gens comprennent. La loi de Lavoisier, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Quand dans la facilité, vous avez exploité la nature et que vous lui avez pris quelque chose parce que vous avez découvert une petite formule
et que vous prenez de façon indue quelque chose dans la nature, vous allez repayer après. C'est-à-dire les formules qu'on vous vend là. Et on vous dit, ça vous permet de gagner de l'argent, de guérir de ceci. Oui, à condition que ce soit vrai. Parce que ici, ça ne l'est pas. Non, c'est pour ça. Je dis parfois, il y a des miracles qui sont peut-être liés à la foi de la personne. Et ça marche. Oui, et ça marche. Et ça donne l'impression aux gens que ça marche. Mais en réalité, c'est la foi que la personne a. Et je sais que beaucoup aujourd'hui vont dans certains courants religieux où on leur dit, c'est ta foi qui te guérit. C'est ta foi qui te permet d'avoir ceci ou cela. Et je suis aussi heureux que des gens fassent du développement personnel aujourd'hui. Parce que tout ce que vous avez dans la vie, c'est bâti sur quelque chose, votre détermination, votre foi. Vous vous battez pour quelque chose, vous l'aurez, il n'y a rien à faire, rien ne peut l'empêcher. Ça peut mettre du temps, mais vous finirez par l'avoir. Mais ne vous attendez jamais à ce que quelqu'un vous donne gratuitement quelque chose. La nature ne donne jamais gratuitement. Si c'était aussi facile que ça, mais depuis que nous sommes nés, nous serions tranquilles, et puis on aurait tout à manger, on aurait des véhicules à notre disposition, la nature en mettrait seulement, et nous en aurions à jouir. Mais non, il faut se battre, il faut travailler à quelque chose, et vous aurez des résultats. Mais le reste, c'est des illusions, c'est de l'illusion. On nous trompe, on nous distrait. Et les gens ne comprennent pas. Regardez ceux qui commencent par dire ce genre de choses, ceux qui commencent petits. Allez voir leurs conditions. Après quelques temps, allez voir. Maintenant, allez fouiller pour voir réellement qu'est-ce qu'ils ont comme activité. Vous comprendrez que c'est de cette arnaque-là qu'ils vivent. Parce que les gens leur font confiance, les gens les suivent. Mais attendez, vous savez, partout au monde, c'est comme ça. Ce n'est pas au Bénin seulement, partout au monde, quand vous proposez à l'humain une solution de facilité, sa première tendance c'est d'y aller. La preuve, aujourd'hui, vous voyez les portables, les smartphones, ça permet de communiquer rapidement avec l'autre, on n'a plus à se déplacer. C'est plus facile pour moi, je l'utilise. Tout le monde a tendance à la facilité. Et donc, on exploite cette foi naïve, cette tendance naïve des populations. Mais il faut que les gens se réveillent. Je dis, rien ne s'obtient facilement. Il t'a se réveiller. Moi, j'ai suivi sur une chaîne l'autre fois un homme de Dieu, comme on les appelle, entre griffes. Moi, ça m'énerve parce qu'aucun homme n'est de Dieu. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Voilà, mais on les appelle hommes de Dieu. Et c'est son costume qui guérit. Quand lui vient prêcher, il prend le costume, il balance ça, les gens tombent n'importe comment. Et un autre, il prend son portable, il dit que lui parle avec Dieu. Et les gens le croient. Il prend le portable. Et il passe ça aux fidèles. Et les gens sont derrière eux. Comment on peut expliquer ça? Et ça se passe tous les jours. Excusez-moi, mais l'exécutif doit être un peu plus fort. On doit réorganiser quand même le système. On doit réorganiser la société. Parce que j'aurais bien souhaité que des gens aient ce pouvoir-là. Mais qu'ils viennent faire les démonstrations à l'exécutif. De parler avec Dieu. Oui, qu'ils viennent faire les démonstrations à l'exécutif. Qu'une expertise nationale puisse prouver que une communauté de scientifiques, de magistrats, puissent dire, bon, ça, effectivement, cette personne a une formule, et quand on applique, on a tel résultat. Ça marche. Donc, on sait que désormais, c'est scientifique. Il va disparaître. C'est unique. Hein? Il va disparaître. Il ne viendra pas. Bon, et comme ça, on pourra dire, bon, lui, on lui donne l'agrément. Il sait faire ça. Mais si quelqu'un n'a pas d'agrément, l'État n'a qu'à surseoir à ces genres d'organisation ou de structures. On se cache derrière la laïcité des États et pour permettre tout parce ça. Que, mais là, vous appelez l'État à être impopulaire. Mais, parce que vous savez, la religion, c'est l'opium du peuple. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est l'opium du peuple, mais je crois que l'actuel président devrait revoir sa formule d'avant, pendant les campagnes, parce que c'est là qu'il faut tenir aussi les promesses des campagnes. Il avait dit que lui n'a pas besoin d'être populaire. Il veut travailler, il veut régler les affaires qui semblent douloureuses. On a vu comment on a réglé certaines affaires douloureuses. Qu'on profite pour régler ça aussi. Parce que le problème, c'est quoi? Ça va à son préjudice. Est-ce que le ministère de l'Intérieur ne peut déjà pas commencer par donner un coup de pied dans cette fourmilière-là? Parce que là, ça fourmille. Parce qu'il y a autre chose. Hein. Le ministère de l'Intérieur ou bien le gouvernement peut s'organiser, amener des enquêtes, le ministère de la Famille, pour voir combien de personnes sont spoliées par cette situation. Les familles sont détruites à cause de ça. Les familles sont détruites. Ça, c'est sincère. Et donc, si les preuves sont identifiées ou collectées, mais la justice fera son travail. Vous avez
fait des abus de confiance ou vous avez fait de l'escroquerie vis-à-vis de telle ou telle personne, venez vous expliquer. La personne reste un peu au trou. On va conclure sur le sujet, le principal sujet, ce dossier-là qui est devant la cour d'assises de Cotonou. Quelle sera la suite? Quels sont pour les spoliés, selon vous? Et que doivent-ils faire? Vous les avez appelés à se réveiller. Vous savez très bien qu'ils sont là à la détente. Oui, et vous voyez, changer un peuple, ce n'est pas la chose la plus simple. Il y a un grand avatar que nous connaissons tous, vous me permettez d'appeler son nom, Jésus-Christ, mais qui a travaillé à 2000 ans. Mais vous voyez, les choses n'ont pas encore pour autant changé sur la terre. On continue de faire des efforts. Et seules les actions fortes des peuples permettent d'obtenir des résultats. Et c'est pour cela que, par exemple, par rapport aux escroqueries dont nous sommes victimes, aux abus de confiance dont nous sommes victimes de la part des GSM, nous avons choisi, par exemple, de faire une marche le mercredi 5, de boycotter les services aussi, mais de faire une marche le mercredi 5 de 9h à 11h. Parce que si vous ne faites pas des actions fortes et que vous laissez les gens imaginer que vous êtes des godillots, mais qu'est-ce qu'on fait avec le godillot? On le manipule. On estime qu'il ne réagira jamais. Même si on lui tape le marteau sur la tête, il sera là, il sera résigné. Et donc le peuple doit se réveiller et réclamer avec vigueur et détermination les 156 milliards. Ça ne peut pas partir en fumée. Nous devrons nous réorganiser. Toutes les personnes qui ont été victimes, nous devions nous retrouver dans un creuset. Et j'invite à ce titre toute la société civile qui est censée défendre le peuple. J'invite les députés qui souhaitent bien se retrouver à l'Assemblée en 2019 parce que justifiant du fait qu'ils défendent vraiment nos causes, et j'invite aussi l'exécutif à jouer sa partition. La justice, je voudrais leur dire que c'est le dernier rempart du peuple. Je sais qu'il y a beaucoup de situations qui sont très contraignantes pour les magistrats, mais ils peuvent nous aider. Ce peuple a besoin des magistrats. Ce peuple a besoin des avocats. Ce peuple souffre énormément. Les populations béninoises souffrent. Et vous savez, quand la souffrance va à un certain niveau, ça participe à la destruction du peuple. C'est-à-dire, le peuple est entièrement déchiré. Et quand c'est déchiré comme ça, on ne sait pas ce dont ça va augurer. Merci à vous. Parce que c'est peut-être la petite brèche qui va faire exploser. Merci à vous, Robin Akrombessi, Peggy David Agba. Je rappelle de notre tout à fait de ce débat qui a connu donc de l'affaire ICC enrôlée à la cour d'assises. Quel sort pour les spoliés? Et selon l'invité, il faut simplement que les spoliés se réveillent, qu'ils réclament leurs droits, ce qui leur est dû, afin que, ils puissent entrer dans leur fonds. Merci à chacun et à tous de nous avoir suivis. Merci, c'était donc fait croiser.